Bienvenue sur Maternaissante, le podcast qui donne la parole aux mamans. Ici, on partage des histoires de grossesse, d'accouchement et de postpartum, toutes différentes, toutes légitimes. Un espace de bienveillance et d'écoute pour s'informer, s'inspirer et se sentir moins seul. Aujourd'hui, c'est Charlène et Maryse qui nous racontent leur histoire. Bonjour Maryse, bonjour Charlène, merci d'être aujourd'hui avec moi pour témoigner sur votre expérience. Est-ce qu'on peut commencer déjà par nous raconter comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés en boîte de nuit il y a un peu plus de 13 ans. Moi, c'était ma meilleure amie de l'époque qui travaillait là-bas et elle et sa conjointe de l'époque étaient clientes dans cette boîte de nuit. Donc, on s'est rencontrés en soirée. Et du coup, au bout de combien de temps est-ce que vous avez décidé d'habiter ensemble et de faire un enfant? On n'a pas eu un schéma, on va dire, classique où on prend le temps et après on se m'emménage, machin, etc. Sachant que moi, j'étais déjà en couple quand j'ai rencontré Maryse, j'avais déjà ma maison en loc, etc. Il a fallu rendre la maison, quitter la personne avec qui j'étais. Et au final, Maryse, qui à ce moment-là était sur Paris, est revenue vivre en Normandie chez ses parents. Et au bout de même pas 6 mois, donc moi j'ai fait la rencontre des beaux-parents, etc. Et le feeling était tout de suite bien passé. Et pour faciliter les choses, du coup, mes beaux-parents m'ont proposé de vivre chez eux. Alors, en attendant que nous, on se remette sur pied, du coup, ça nous a permis en fait de commencer à zéro. Bon, on était jeunes, parce que j'avais 21 ans, on avait 23. Mais bon, on avait commencé à travailler quand même de bonne heure. Donc, on était déjà dans la vie active depuis moi, 2-3 ans, j'étais déjà dans la vie active. Et puis toi, depuis mes 16 ans, donc depuis 7 ans. Voilà. Et au final, on a vécu presque 1 an chez tes parents. C'est ça. Et après, on a pris notre premier appart. Voilà. Et donc, quand vous avez pris votre premier appart, du coup, vous prenez la décision d'avoir un enfant. En fait, c'est vrai que dans un couple de femmes, le sujet de l'enfant, il arrive très vite. Parce que déjà, à l'époque, la PMA, elle n'était pas encore autorisée en France. Donc, on savait très bien que c'était l'étranger. Donc, après, la Belgique ou l'Espagne, voilà. Après, c'était un choix, c'était un détail. Mais en tout cas, on pense connaître la procédure par laquelle on va passer. Donc, forcément que déjà, dans un premier plan, le plan financier. Bon, faut qu'on mette de l'argent de côté, etc. Après, le choix de la clinique. Enfin, voilà, il y a tout un truc qui se met en place au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est un sujet tout de suite. On commence à mettre de l'argent de côté maintenant, puisqu'on sait très bien que du coup, il va falloir avoir les finances derrière, quoi. Et comment est-ce que vous vous êtes renseigné du coup? Donc, vous prenez la décision assez rapidement au final d'avoir un enfant, puisque vous savez que ça va être un processus qui est long et qui coûte cher. Comment est-ce que vous avez eu ces informations? Est-ce que c'est sur les réseaux, sur Internet? Les réseaux, à part Facebook, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Donc, c'était les forums d'échange. Après, en fonction des informations qu'on pouvait avoir sur les forums, on a appelé directement certaines cliniques. On a regardé également en termes d'accessibilité comment y aller. Donc, dans un premier temps, on avait eu des super avis en Espagne. Et au début, on avait choisi l'Espagne puisque par rapport à la Belgique, en fait, l'Espagne avait une promesse de délai plus court et de réussite. Et on a fait notre premier rendez-vous en Espagne. On a été à Barcelone et au final, quand ils font toute une batterie d'examens déjà dès le début, il s'avère que j'avais des soucis où j'ai dû rentrer en France pour me faire opérer. Ce qui a fait que ça a décalé notre projet parce que à cause d'une opération, on a dû décaler de 6 mois le temps de la rémission. Et entre-temps, au lieu de stagner, on a vu aussi la complexité du transport parce que nous qui sommes de Normandie, du coup, il fallait aller sur Paris, prendre l'avion. Forcément, bon, tout le monde prend un logement, etc. Mais c'est vrai que quand on taffe, c'est plus compliqué de prévoir d'aller à Paris, de prendre l'avion, etc., de prendre un billet au dernier moment, qu'au final de Normandie en Belgique, on est là pour 3h30 de route. Et du coup, on a rappelé entre deux. On a eu un rendez-vous assez vite parce qu'on a eu rendez-vous en Espagne au mois de juin et on a eu rendez-vous en Belgique au mois d'août. Du coup, on a décidé de partir en vacances au mois de septembre et on a appelé la Belgique et on a eu un rendez-vous au mois de novembre. Et donc, je reviens un tout petit peu en arrière. Vous avez décidé que ce serait Maryse qui porterait le bébé. Comment est-ce que c'est fait cette discussion et comment est-ce que c'est prise cette décision? Alors, pour notre part, on sait que c'est pas dans tous les couples de femmes, mais pour notre part, nous, on voulait porter toutes les deux. Donc ça a été un sujet qu'on a mis sur le tapis dès le début et on n'était pas d'accord.
On n'était pas d'accord du tout. Moi, je sais que depuis l'âge de tout jeune, j'ai toujours voulu avoir une grossesse, porter, etc. Et Maryse avait aussi ce sentiment-là. Donc, dès le début, on s'est dit, bon, ça, on en discutera au moment venu, on verra bien. Et puis, au final, Maryse est épileptique. Donc, on a pris, avant d'entamer du coup la grossesse, etc. pour Maryse, on a été voir le neurologue, on a dit, voilà, on voudrait commencer un parcours PMA, est-ce qu'au niveau de l'épilepsie, au niveau des traitements, ça va poser problème? Et en fait, il y a dû y avoir un réadaptement de traitement. J'ai dû changer de traitement. Enfin, en gros, ils nous avaient prévu que ça pouvait être un peu plus long. Déjà, le temps de changer le traitement, le fait que je sois aussi un petit peu plus vieille que Charlène, ça a joué dans la balance et ça a fait que… Et du coup, on s'est dit, bon, ce qui est le plus raisonnable, sachant qu'on était encore jeune, on s'est dit, bon, il vaut mieux commencer par Maryse. Comme ça laisse le temps, même si c'était sur plusieurs mois, on est encore jeune et tout, autant commencer par toi. Donc voilà comment s'est pris la décision, mais c'était pas super évident. Et du coup, donc là, vous choisissez de vous tourner vers la Belgique. J'imagine qu'il y a plusieurs centres. Il y en a énormément. On a choisi déjà en fonction des avis qu'il y avait sur les forums, aussi en fonction des échanges qu'on a eu avec différentes cliniques, et aussi, mine de rien, en fonction du temps de route et de l'accessibilité, que ce soit pour se garer, l'hôtel, etc. Enfin, mine de rien, c'était un point qu'on ne pouvait pas négliger, sachant qu'on ne pouvait pas s'absenter comme ça, contrairement à aujourd'hui, avoir des jours d'absence comme on voulait au niveau du travail. Et il ne faut pas oublier que dans un parcours PMA, on n'est pas maître du calendrier, c'est le corps qui décide. Donc, en fait, il fallait vraiment qu'on puisse y accéder du jour au lendemain. Donc, du coup, vous prenez la décision, vous choisissez le centre en Belgique. Ensuite, comment est-ce que ça se passe? Vous les appelez, ils vous donnent un rendez-vous? Alors, ils nous demandent pas mal d'informations. Ils ne parlent pas encore d'examen. Ça commence par un premier rendez-vous avec un psychologue. La procédure est complètement différente aujourd'hui en France. Là-bas, effectivement, premier rendez-vous, ils ne parlent même pas de la suite. C'est d'abord, il faut passer du coup le rendez-vous psy. Il faut que ça soit validé pour après que le dossier il aille un peu plus loin. C'est un rendez-vous qui nous avait beaucoup stressé, je me rappelle. Ça a duré plus de 2 heures. 2 heures de rendez-vous. Et en fait, ça a été vraiment des questions sur notre couple, des questions sur nos familles respectives, des questions sur notre vie en général. Ça a été la maternité. Ça a été une question aussi après l'arrivée de l'enfant, des questionnements du fait qu'il n'y ait pas de papa, etc., de comment on envisage une vie sans père. Enfin, voilà. En fait, ils recherchent vraiment le bien-être de l'enfant par le fait qu'il soit conçu via une PMA. Ils ont été très regardants là-dessus par rapport déjà à comment nous, on l'envisageait, comment on allait aussi lui expliquer et aussi comment l'entourage allait l'interpréter. C'est vrai que ce point de vue-là, contrairement en France, c'est vraiment très, très appuyé. Et sur la fin du rendez-vous, est-ce que vous avez des questions? On dit, on voudrait savoir, du coup, vous en pensez quoi, etc. Elle dit, normalement, j'ai rien le droit de vous dire, mais vous pouvez rentrer tranquille. Et en fait, ça, c'était au mois de novembre et on a eu la réponse officielle seulement début janvier, parce que ça passe en commission. Et à ce moment-là, est-ce que quand vous vous êtes lancé dans les démarches, vous en avez parlé à votre entourage ou est-ce que c'était vraiment un projet entre vous? Non, tout le monde était au courant. Sauf ta mère, on voulait faire la surprise. Alors, elle était au courant qu'on était dans le parcours, qu'on envisageait, mais en tout cas, on ne parlait pas de l'avancement. Oui, c'est ça. On avait dit qu'on avait eu l'accord de la commission, mais après, pour la suite, on n'y a pas dit à quelle vitesse ou… Donc, rendez-vous psy, commission validée. C'est ça. Et en gros, à la suite de ça, après qu'on ait eu validation, ils nous envoient une liste d'examens gynéco à faire et hormonales aussi. Donc là, il faut prendre ses dispositions avec son médecin traitant, gynéco, et il faut trouver des médecins à l'époque conciliants qui pouvaient comprendre la démarche, et tout le monde ne l'est pas. Hein. Parce qu'il faut savoir que du coup, il y a les ordonnances belges, voilà, mais qui n'ont aucune valeur en France. Voilà. Donc, en fait, il a fallu un peu contourner le truc, comme beaucoup ont fait, c'est d'aller voir le médecin traitant et que le gentil médecin traitant fasse les ordonnances en France. Voilà. Ce qui est totalement légal, mais en gros… Comment ? Vous avez trouvé tout de suite un médecin Oui, en fait, tout le corps médical qui nous encadrait, parce que mine de rien, vu les antécédents que j'avais eus avant d'aller en Belgique, j'étais déjà suivie par un duo de gynéco très très bien et j'avais la chance déjà d'avoir un super médecin traitant et un super neuro que j'ai toujours. Du coup, on avait vraiment trois médecins importants autour de nous qui a fait qu'au final, ça a facilité quand même les choses. Énormément.
Parce que l'ouverture d'esprit de certains médecins, c'est pas toujours facile en tant que. Il y en a qui sont fermés au fait que la parentalité soit autorisée à 2 femmes. Et ça, c'était à l'époque. En plus, c'était pas encore autorisé en France. Presque, il y a plus de 9 ans. Ouais. Donc, on a eu de la chance là-dessus. Donc, vous trouvez un médecin qui accepte. C'était déjà des médecins qui nous encadraient déjà depuis plusieurs années. On est allé, on lui dit voilà, il faut que Marie se passe tel examen. Donc, il fait l'ordonnance pour toutes les prises de sang, pour l'hystérosalpingographie, pour les échographies. Ça a été la gynéco. Des examens, par exemple, comme l'hystérosalpingographie, il faut obligatoirement une ordonnance française. Les examens faits, on les envoie. Et là, ils nous refixent un rendez-vous gynéco avec un obstétricien de là-bas. Début février. Donc, en fait, Maryse a fait tous les examens sur le mois de janvier, en 3 semaines. J'ai eu mon cycle qui a été pratique pour le coup, parce qu'il faut faire des échos et des dosages hormonaux vraiment à telle date, etc. Donc, on a eu déjà beaucoup de chance là-dessus. Donc, ils nous ont fixé le rendez-vous début février. On y va. Donc, on fait vraiment l'aller-retour et ils nous disent, bon, bah, c'est OK. Et on s'est dit, comment ça, c'est OK? Vu les résultats, c'est bon, vous pouvez commencer. Sauf qu'à l'époque, ils nous avaient dit à peu près 6 mois d'attente pour avoir un don de gamètes. Oui, là, tout de suite, maintenant, je fais, mais comment ça? Prochain cycle, c'est bon. Et on ne s'attendait pas, en fait, on s'attendait vraiment à tellement plus d'attente avec tout ce qu'on avait vu, tout ce qu'on avait entendu, etc. sur Internet. On s'était dit, bah oui, voilà, on commence peut-être avec un peu de chance, courant de l'été ou la rentrée. Enfin voilà, on s'était pas du tout imaginé là tout de suite maintenant quoi. On avait même prévu nos vacances au ski au mois de mars. Donc on s'était dit, bon bah voilà, le parcours il est en route, ça y est, c'est lancé, mais on continue notre vie quoi. Classique. Donc ils nous disent, vous appelez le premier jour de votre cycle. Mon cycle, je l'ai eu le lendemain du rendez-vous gynéco. Et là, c'était la question, est-ce qu'on tente un essai là, au mois de février, ou est-ce qu'on part au ski et on commence après? Et il faut savoir qu'en Belgique, du moins la clinique où on a été, ne fait aucune stimulation ovarienne, au début, aucun traitement. Quand il n'y a pas de problème d'infertilité, les 2 premières inséminations. Parce qu'il y avait aussi le côté financier, donc dans le sens où voilà, chaque insémination, c'était à peu près 1 200 € à l'époque. Donc, on dit, est-ce qu'on brûle une cartouche au mois de février? Et puis, si ça ne fonctionne pas, au retour du ski, on en fait une deuxième. Donc là, on s'est dit, allez, on y va. Et comment ça se passe pour le donneur? Est-ce que vous avez le choix de quelque chose? Alors, justement, c'est à ce rendez-vous du coup du mois de février. Ça va savoir que c'est propre à chaque clinique, surtout en Belgique. La clinique qu'on a prise, c'est pas nous qui choisissons. Cependant, ils ont quand même rentré mes caractéristiques physiques à moi. Donc, ce qu'ils appellent, eux, la mère sociale, en fait, pour pouvoir choisir le donneur. Et donc, le cycle qui commence, on appelle. Là, ils demandent de faire dosages hormonaux et écho à telle date. Et on se voit 15 jours après, dès que mon ovulation, on est en plein dedans. Ils appellent vers fin de journée, c'est 17h. Bon, bah, demain, rendez-vous 10h. Voilà comment ça se passe. Et au niveau de votre travail, parce que là, demain 10h, est-ce que vous les aviez informés? Oui, franchement, sur un parcours PMA, on est un peu... oui, il y avait quand même une réglementation au niveau du travail pour les parcours de PMA. À savoir que, du coup, c'est quand même pas mal protégé pour les salariés qui sont en parcours. Pour le coup, l'employeur n'a pas le droit de dire non, tu vas pas à ton rendez-vous, c'est complètement interdit. Donc, effectivement, l'employeur doit en être informé. C'est une obligation que le conjoint soit présent pendant le transfert d'embryon, insémination, etc. Et si le conjoint ou la conjointe ne peut pas être là, c'est cas extrême. Moi, pour ma part, j'ai eu de la chance parce que j'étais très soutenue. Donc, pour moi, c'était facile. Du moins, la charge mentale par rapport à ça, j'en avais pas. Donc, c'est vrai qu'on est parti du jour au lendemain. Moi, à ce moment-là, je travaillais en unité commerciale et j'étais la seule vendeuse. Donc, c'était un peu compliqué. Et donc là, rendez-vous 10h. C'est ça. Donc, on prend la route le soir. On s'est dit, on fait la route le soir. Problème de voiture. On prend la voiture de mon père. Du coup, la veille, on a eu un problème de voiture. Donc on ne voulait pas le dire à mes parents pour justement, au cas où ça marchait, mais obligé de prévenir mon père en disant, bah, écoute, faut que tu me prêtes ta voiture. Donc, du coup, je lui explique. Donc, on part le soir. Et voilà, on se voit emprunter la voiture de mon père le soir à 20h, prendre la route, réserver un hôtel à l'arrache, à côté. On va complètement stressé parce que, mine de rien, c'était la première fois. Et puis se dire le lendemain, bon, on y est quoi. Alors qu'on s'était préparé, en fait c'était ça. On n'est jamais préparé vraiment à tout ce qui peut arriver dans ce genre de parcours parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent tout bouleverser, pas d'une minute à l'autre, mais là nous on s'était préparé psychologiquement à faire un premier essai 6 mois plus tard. Là au final c'est du jour au lendemain. Psychologiquement,
ça fait beaucoup. Après. Alors, on se met tout de suite dedans, hein. Mais c'est vrai que, ouais, non, il ne faut pas se dire on est prêt à tout quand on peut lire plein de choses sur la PMA, les parcours PMA, etc. On n'est jamais prêt à toutes les situations. C'est impossible. Et du coup, on arrive et on a rendez-vous, salle de transfert. Et ça ne dure pas très longtemps, hein. Tout casser dans une salle, lors de transfert, ça dure 15 minutes. Hein. Et en comptant tout. Mais bon, du coup, insémination faite. Merci, au revoir. Voilà. Donc, en gros, 11h, on était reparti. Sur cette journée-là, qu'est-ce que vous faites après? On est rentré, j'ai dit, tu fous tes pieds sur le tableau de bord. On en rigole aujourd'hui parce que du coup, forcément, on se dit peut-être que c'était ça, etc. Mais du coup, on est rentré directement. On se dit, bon, vaut mieux rentrer, que Marie se pose tranquille, qu'elle reste posée tranquillement. C'est vrai que les premières PMA, on se dit, je vais rester allongée, je vais pas faire trop de trucs. On a peur, on se dit, si je suis trop debout, on a peur de perdre en fait. Et c'est vrai qu'on fonctionne avec prudence. Le lendemain, je ne travaillais pas. Après, j'ai repris ma vie normale jusqu'à attendre les tests de grossesse. Les tests de grossesse, c'est une attente très, très longue. Tous ceux qui sont en parcours PMA, on a tous les 15 jours entre soit un transfert d'embryon ou insémination, etc. et les 15 jours à attendre pour faire la prise de sang, ils sont interminables. Chaque jour, c'est une journée où tu avances, mais les 15 jours, tous les jours, tu te dis, allez, plus que tant de jours. Allez, mais vraiment, c'est extrêmement long. Comment est-ce que tu te sens en dehors du stress et de l'attente? Je n'espérais rien de cette première tentative. C'est pas que j'aime pas me projeter, mais je suis très factuelle. Donc, j'ai jamais été très chanceuse en termes de santé. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, ma mère m'a toujours dit, si ça doit tenir, ça tiendra. Et on avait réservé nos vacances au ski. Donc, moi, en gros, je savais que c'était fait. Mais j'essayais de penser aux vacances et continuer une vie normale. Et c'est vrai que j'avais pas spécialement de symptômes ou autres, sauf on fait au bout de 13 jours les tests précoces et c'est négatif. Sauf que je suis pas quelqu'un de très émotive et je sais pas pourquoi j'arrêtais pas de pleurer. Et je me dis, c'est négatif, je suis sûre que je suis enceinte. Moi, j'essaie d'être plus dans le côté, je dis, mais chérie, c'est négatif. De toute façon, on s'en doutait. Non, et puis elle pleurait en même temps. Je sais, bon. On va attendre. De toute façon, il restait 3-4 jours à attendre. C'était le week-end. Et lundi matin, je refais un test, mais les simples, hein, ceux à petite languette, là, les moins chers, les basiques. Et là, en fait, il s'avère que c'est positif. Je vais passer ma prise de sang. Donc, j'étais vraiment au ras des pâquerettes pour dire que j'étais enceinte. J'appelle l'hôpital, parce qu'il y a quand même un suivi à ce niveau-là. L'hôpital me dit faire une piqûre de progestérone pour que ça tienne un peu mieux, parce que mon taux de progestérone n'était pas très élevé. Et on est parti au ski le lendemain. On avait prévu un trajet en bus et tout. Enfin, à l'époque, on était que 2. Donc, en fait, quand on n'est que 2 et qu'on n'a pas d'enfant, on peut faire les choses un peu à l'aventure. Hein. Marie, d'habitude, fait du snow. Là, je dis non, peut-être pas non plus exagéré. Là, je vais faire du ski tranquille. Enfin, voilà. Puis on a fait en demi-journée. On n'a pas forcé, on n'a pas non plus fait les folles ou quoi que ce soit. Et Charlène, du coup, tu as suivi au niveau des tests de grossesse, etc. Tu étais là pour voir les résultats? Devant la porte des toilettes, j'attendais. On a vraiment les résultats en même temps. Tous les tests. Non, mais on a tout vécu ensemble, hein, pour le coup. Il y a des couples qui fonctionnent différemment. C'est un couple hétéro dans le sens où une femme peut tomber enceinte sans que ça soit forcément prévu, voulu ou autre. Donc, c'est encore des choses différentes. Là, les couples qui sont en PMA hétéro, c'est pareil, ils font tout ensemble. Pour le coup, les tests sont faits ensemble, les prises de sang, même ils y vont ensemble. Enfin, voilà. Dans la majorité des cas, quand c'est des parcours PMA en couple, pour le coup, c'est tellement attendu à 2. Quand le parcours est fait à 2. On rentre du ski et en fait, il s'avère que ma sœur, qui a 10 ans de plus que moi, était enceinte de 3 mois. Et donc, ma mère, déjà dans l'euphorie, après un petit truc pour l'annoncer. Elle n'a pas compris. Sur le coup, elle pensait que c'était par rapport à ma sœur. J'ai dit non, je suis enceinte. Vous avez déjà tout fait, vous avez déjà été enceinte. Et ça m'a permis de partager la grossesse avec ma sœur, qui avait déjà été maman auparavant, mais moi qui est très proche de ma sœur. Quand on regarde avec le recul, rendez-vous psy mois de novembre, réponse au mois de janvier, premier essai au mois de 23 février 2016, et bim. Maintenant, aujourd'hui, et en plus avec tout le parcours qui a suivi, on se rend compte de la chance phénoménale qu'on a eue. On s'est senti chanceuse quand même sur le coup et tout ça, on n'y croyait pas, parce que toutes les stats étaient contre nous. Notre médecin traitant ne vous emballez pas. C'est vrai que les statistiques sur une première insémination sont pas non plus hyper favorables. Donc,
c'est vrai qu'on nous avait mis en garde sur un échec, clairement. Hein. Donc, on s'est rendu compte de la chance qu'on a eue. Par contre, avec le parcours qui a suivi derrière, pour moi, là, on s'est dit, ouais, non, on a eu vraiment beaucoup de chance. Et donc, niveau suivi avec le centre en Belgique, à partir du moment où tu es enceinte, est-ce qu'il y a un suivi qui est continu dans le centre en Belgique ou est-ce que ça passe en France comme une grossesse? Alors, on fait un suivi en France comme toute personne enceinte. Là-dessus, il n'y a aucune différence. Il y a juste la Belgique qui demande à chaque écho trimestriel savoir si tout va bien. S'il n'y a pas de soucis génétiques, choses comme ça, surtout. Après, le suivi s'est passé comme une grossesse classique en France avec sage-femme, gynéco. Et donc, du coup, comment se passe cette grossesse? Bien. Alors, le seul truc, c'est que j'étais nauséeuse tous les matins, mais dès que j'étais levée, après, c'était bon. Mais sinon, j'ai jamais été aussi en forme enceinte. Ça s'est extrêmement bien passé. La grossesse, non, au top. Ouais. Totalement épanouie. Je l'ai super bien vécue, en tout cas. Et du coup, au niveau de l'accouchement, comment est-ce que ça s'est passé? Alors, l'accouchement, ça a été compliqué sans l'être. Enfin, ouais, ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux. Déjà, elle a pris énormément de temps à se retourner. En fait, vu qu'elle ne se retournait pas, hein, on allait au rendez-vous pour planifier une césarienne et au final, elle s'est retournée devant le hall de l'hôpital. Je l'ai bien senti. Donc, bon, le rendez-vous part quand on est revenu. Donc, on laisse la fin de grossesse suivre son cours. Et on arrive à Gipls 1. Où là, je sens que ça travaille. Donc, c'était un jeudi. On y va. C'était un soir. Ils me mettent en salle de travail. Monito, mais il faut travailler. Mais c'était la question de savoir ce qu'ils faisaient si, du coup, vous rentrez à la maison, parce que pas perdre des os ni rien du tout, sachant qu'on peut quand même aller jusqu'à plus 5. Mais avec l'épilepsie, elle était, comme toute femme enceinte, sur le point d'accoucher, une fatigue extrême, etc. Et sachant que son épilepsie se déclenche par stress et fatigue, normalement, le neurologue avait donné des directives à prendre. Donc, on est tombé au début sur un obstétricien qui ne voulait pas la garder en disant non, rentrez chez vous. C'est deux sages-femmes qui ont dit mais non, on vous garde, il y a trop de risques. En fait, c'est vrai que le risque sur l'épilepsie, sur une fin de grossesse comme ça, c'est qu'elle convulse, qu'elle tombe, enfin, qu'il leur arrive quelque chose à la maman et au bébé. Donc, au final, ils décident de nous garder. Voilà, on arrive du jeudi, le vendredi matin, ils décident de nous garder. Et au final, voilà, le vendredi, samedi, dimanche, rien. Ils te donnent ce qu'il faut pour que tu te reposes. Au final, lundi, on arrive à J5. Donc, du coup, déclenchement de prévu lundi, début d'après-midi. Un déclenchement a été fait. Le travail, il avançait pas énormément. Je grossis, hein, mais début des contractions avec un perçage des poches des os vers lundi soir, vers 18h, 18h30. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé un peu à pas aller, puisque Maryse commençait à pas aller bien et le cœur de notre fille non plus. Chaque contraction, son cœur descendait, où quand même on passait des battements à 50, 40, ça remontait, enfin voilà, c'était pas ouf. Et au final, il y a eu la relève à 20h, et à 21h, on est venu nous voir en disant voilà, ça fait un moment que j'ai regardé le tracé du bébé, et sachant que le col n'était même pas ouvert à 2, alors qu'elle avait quand même à peu près 4-5 heures de contraction. Donc là, à 21h30, la décision est prise, tu pars en césarienne. Enfin, à la base, il me demande si je suis prête, etc. Et il faut savoir que j'ai refusé de faire toute préparation à l'accouchement, etc. parce que je savais pertinemment que ça n'allait pas se passer comme on aurait voulu le prévoir. Et en plus, pendant la grossesse, je pense que ça m'aurait plus stressé qu'autre chose. Donc, j'ai refusé de la faire. Et tant mieux parce que de toute façon, le résultat aurait été le même. Donc, on part en césarienne. On demande, vu que c'était pas dans une urgence extrême non plus, si ma femme peut m'accompagner. Ils disent oui. L'anesthésiste dit oui. Le gynéco dit oui. Enfin, toute l'équipe, en gros. Donc, moi, ils me préparent. Ils prennent Charlène à part pour commencer à la préparer, pour qu'elle mette une tenue. En fait, je commence à mettre la Charlotte, puis sur la on se dit même pas au revoir. En fait, dans le truc, vraiment en mode, bon, bah, de toute façon, on se rejoint en bloc. Elle est partie de son côté, moi du mien, mais on s'est même pas un bisou. Enfin, voilà, on s'est dit, bon, bah, tout de suite. Mais parce qu'on se voit 3 minutes après, je souhaite un coup de chance. Et là, à ce moment-là, en fait, j'ai eu un petit accident au niveau de la jambe. Donc, j'avais une attelle et là, l'anesthésiste change d'avis. Non, il y a une blessure à la jambe. Du coup, madame rentre pas au bloc. J'étais habillée, prête à rentrer dans le bloc. On allait me faire rentrer dans le bloc. J'étais debout devant la porte, quoi, pour rentrer dans le bloc. Donc, le sage-femme vient voir, un anesthésiste a changé d'avis. Je fais commencer à changer d'avis. Je dis, bah, par rapport à votre jambe et tout, mais c'est une attelle. Enfin, il n'y a pas de. Oui, s'il y a une plaie. Je fais, il n'y a pas de plaie, c'est une attelle. Enfin, j'avais un problème au genou, c'était tout, quoi.
s'il vous plaît. Alors, je commence à être pas bien. Je fais, s'il vous plaît, lui redemander. Elle dit, bon, je vais réessayer. Et elle revient, elle dit, non, il veut pas changer d'avis au cas où vous tombiez. Même si il y avait un tabouret, j'étais assise. Mais elle a rien voulu savoir. T'as raté la naissance? Ouais. Et du coup, moi, j'étais en train de me préparer pour me faire l'arrachi. Et là, j'ai les 2 sages-femmes, dont une dont je me souviens très bien, que je vois arriver, parce qu'ils étaient depuis plusieurs jours quand même avec nous. Et je la vois arriver avec des yeux pétillants, etc. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ma femme s'est blessée, parce que je voyais que ça allait pas, mais je pensais vraiment qu'il était arrivé quelque chose à ma femme sur le moment. Et elle me dit, non, votre femme ne peut pas venir. L'anesthésiste refuse. Moi qui étais très calme jusqu'à là, je m'effondre complètement. Je m'effondre complètement, sauf qu'ils sont en train d'essayer de me faire l'arrachi. Et en fait, par le stress, je convulse. Et je me mets à faire une crise d'épilepsie à ce moment-là. Et tout ce que je me rappelle à ce moment-là, c'est qu'il me rebascule, il m'attache les bras, après plus de son, plus d'image. Je me réveille tranquillement parce que ça n'a pas duré très longtemps. J'ai juste fait une petite convulsion. Et en fait, ils étaient déjà en train de me faire la césarienne. Pour moi, c'est passé en 3 minutes, parce que le temps que je reprenne mes esprits. Ils m'ont présenté Cali. Voilà, j'avais l'impression que 2 minutes avant, j'attendais ma femme. J'ai eu la chance d'avoir une aide anesthésiste avec moi qui a été hyper compréhensive et hyper empathique au niveau de la situation, le fait d'avoir été séparée de ma femme et dans le stress dans lequel ça m'a mis, et les conséquences que ça aurait pu avoir, parce qu'au final, ils ont dû aller très, très vite. J'ai eu la chance qu'elle prenne une photo au moment où il me l'a présentée. Et j'ai eu la chance de me souvenir du numéro de ma femme et elle a pu envoyer une photo à ma femme, comme quoi tout allait bien. Et donc, du coup, toi, t'attends. Est-ce que tu as du monde avec toi ou tu es toute seule? J'étais toute seule à l'hôpital, mais à l'époque, on avait une amie qui travaillait au service gynéco de l'hôpital où on était. Donc, je l'ai appelée et j'ai dit, Marjo, ça va pas, Marie, c'est parti en césarienne, machin. Bon, entre deux, j'appelle ma mère en pleurs, forcément. Et elle me dit, j'arrive. Comme elle avait les badges, tous les accès, etc., elle me dit, j'arrive, je vais venir avec toi. Et au final, Marjo est arrivée, même pas 15 minutes après. Et du coup, oui, elle est restée avec moi. Comme elle connaissait les filles qui bossaient, ils l'ont laissée rentrer dans la salle de travail avec moi pour attendre. Et au bout de combien de temps, du coup? Donc, tu reçois cette photo? Ouais. Et après? Je crois même pas 5 minutes après, j'avais ma fille dans les bras. Donc, ouais, après, après, ils sont venus me la présenter. Et moi, du coup, on est censé normalement rester assez longtemps en salle de réveil. Sauf que j'avais prévu de faire ma demande en mariage. J'avais tout prévu justement avec l'ami en question qui est venu rejoindre Charlène, où j'avais fait imprimer un body, j'avais acheté la bague de fiançailles, etc. Et têtue comme une nulle, je disais, il faut que je remonte. Alors, il faut savoir qu'en plus, j'étais un peu pas dans les battes, mais clairement, j'étais un peu défoncée avec ce qu'il m'avait mis, plus, je pense, l'adrénaline, etc. Et elle me dit, non, mais Madame Masco, vous ne pouvez pas. Faut aller à la base, il fallait que tu ailles rester 2 heures. Mais je ne peux pas rester 2 heures. Enfin, non, c'est trop long. Enfin, je ne me rendais pas compte, etc. Enfin, et on insiste. Et c'est vrai que l'équipe de sage-femme a fait énormément dans ce moment. Dans ce moment aurait pu être hyper difficile à vivre, aurait pu être pire au final. Et ils ont réussi à transformer ça grâce à leur empathie, leur gentillesse ou leur professionnalisme, je peux la dire. Mais en fait, grâce à elle, l'équipe qu'on a eue, je ne sais pas s'ils se reconnaîtront, s'ils regardent un jour, mais il y en avait une qui s'appelait Emma et l'autre Odile. Grâce à elle, et Teddy aussi, ils ont accepté à me remonter en salle de travail sous leur surveillance. Donc moi, à ce moment-là, j'étais en peau à peau avec Cali, du coup, je l'avais contre moi. Pouvoir faire nécessaire, parce qu'elle aussi était dans la confidence. J'avais réussi à dire, on va dire vite fait dans le couloir, ce que je m'apprêtais à faire quand on aurait notre fille. Et du coup, ils me remontent. Ils acceptent de me remonter, parce que je sentais mes pieds, donc ils ont accepté que je remonte. Donc, je vois première fois ma femme et ma fille ensemble. Et là, l'une des sages-femmes vole notre fille. Non, j'avais Cali en peau à peau. Et pour le coup, Marjo avait pu rester. Et donc, une des sages-femmes aides-soignantes s'est dit, il faut qu'on vous reprenne votre petit bébé. On a des soins à lui faire et tout. Ah, je vais venir avec vous. Ah non, vous nous avez promis que si votre femme remontait, vous restez avec elle. Donc, je vous prends votre petit bébé. Vous inquiétez pas, j'en ai pas pour longtemps. J'ai juste un petit truc ou deux à lui faire. Bon. Fais confiance, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Donc, je laisse mon petit bébé partir avec la sage-femme et l'aide-soignante. Et puis, donc, à ce moment-là, je me mets debout à côté du lit de ma femme, quoi. Et elles reviennent, Cali entourée d'un drap.
Et en fait, elle pose Cali sur Maryse à ce niveau-là, et ils ouvrent le drap. Et là, je vois, Maryse, elle avait fait un body, c'était marqué Maman chat, je me demande depuis combien de temps tu veux épouser Maman Ma avec une bague. Énorme. Bah, moi, je pleure. Moi, je pleure tout le temps. De toute façon, je pleure pas pour grand chose. Il n'y a pas que toi qui pleurais. Tout le monde pleurait. Vraiment, tout le monde pleurait. Pour tout le monde, hein, la naissance, c'est un truc qui est gravé à vie. C'est le plus beau jour de nos vies, etc. Mais c'est vrai que la demande en mariage, ça a été vraiment la bonne cerise sur le gâteau, quoi. Un parcours de rêve, parce que voilà, délai très court, premier essai, première réussite, grossesse nickel, enfant naissance. Bonne santé aussi. Bon voilà, la naissance, effectivement, c'est pas le tip-top, mais en soi, du moment que l'enfant et la mère sont en bonne santé et que tout va bien derrière, voilà. Et au niveau de la reconnaissance de votre fille, donc Maryse, du coup, c'est sa mère, facile. Charlène, comment ça se passe? L'adoption. À l'époque, comme c'était pas encore autorisé en France, c'était l'adoption. Donc, il a fallu prendre un avocat. Non. Au début, j'ai dû faire un papier. Ah oui, au début, il y a un papier. J'ai accepté que ma femme adopte mon enfant. Et en fait, ce papier-là, ça coûte à peu près 400 balles. Hein. Il faut qu'il reste 3 mois au notaire, au cas où je change d'avis. À l'époque, il fallait faire ce premier papier-là, cette première démarche-là, et après passer par le tribunal, comme toute adoption basique, que ce soit plénière ou simple. Donc, c'est le processus qu'on a fait. Sauf qu'on avait un problème, c'est que j'avais 25 ans quand Cali est née, et on n'était pas encore mariés. Et au niveau des lois, il fallait que j'aie 28 ans, parce qu'on n'était pas encore mariés. Donc, on s'est dit, bon, bah, on va attendre et puis on va se marier. Donc, sur l'été 2017, c'était trop court. Même le temps de bien de côté, quand d'organiser les choses, en 6 mois de temps, c'était trop juste. Donc, en fait, on s'est mariés sur l'été 2018. Donc, déjà, tant qu'on n'était pas mariés, l'adoption de Cali, c'était pas possible. Psychologiquement, c'est compliqué quand même. Ouais, c'est dur. Surtout quand t'es pas préparé. Ouais, c'est dur parce que après, confiance totale en Maryse, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est dans le sens où voilà, s'il arrive quelque chose à Maryse, comment ça se passe? On a été heurtés aussi des comportements. En gros, pour expliquer la situation, Cali a fait une bronchiolite, elle avait 1 mois et demi, donc elle l'a fait au mois de décembre. Donc on arrive aux urgences de l'hôpital où j'ai accouché. Et il s'avère qu'ils nous disent que effectivement il faut l'hospitaliser. Donc, je dis, écoute, bah, on est toutes les deux. Et je dis, bon, bah, reste avec elle. Et là, on nous dit non. Et je dis, non, c'est la mère qui reste. C'est la mère. Ah non, c'est pas la mère. Ouais. Voilà. Donc, j'ai dû faire une attestation. J'ai signé un papier pour me laisser ma fille. Voilà. Dans ces moments-là, en plus, tout parent, hein, quand ton enfant est pas bien, tu es à l'hôpital, etc., tu es dans un moment de vulnérabilité quand même. Hein. Et en plus, on te balance des trucs comme ça. Sur le moment, franchement, j'ai pas répondu. Je suis restée avec mon bébé et puis c'est tout. C'est après, avec le recul, les jours qu'on suivi derrière, j'avais l'impression qu'on pouvait m'arracher mon bébé à tout moment. En fait. Et ça, c'est une situation, pareil, où on n'avait pas été préparé. On s'était préparé à avoir peut-être des jugements, etc. On s'était pas préparé dans le milieu hospitalier, mais on s'était plus préparé sur tout ce qui allait suivre après, l'entourage qui allait se mettre autour de notre famille, hein, clairement. Mais oui, c'est vrai que dans le milieu hospitalier, on ne s'était pas attendu à ce genre de choses, sachant qu'en plus, quand tu as accouché, etc., le fait qu'on soit deux mamans n'a posé strictement aucun problème. Aucun regard. Enfin, vraiment, toute l'équipe au top du top, mais vraiment. Mais moi, à ce moment-là, à l'accouchement, je me suis dit peut-être que le fait qu'on soit deux mamans, en plus, c'était pas encore autorisé en France, et qu'à ce moment-là, voilà, notre fille va avoir 9 ans, il n'y avait pas encore énormément de couples de femmes. Donc, nous, c'est un petit hôpital, ils n'en ont pas vu énormément, quoi. Donc, on s'est dit peut-être qu'on va être jugés, etc. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est trop bien passé, la maternité. Est-ce que vous avez eu d'autres réactions comme ça, que ce soit le corps médical, l'entourage? On a eu des petites réflexions sur le fait un enfant grandit, s'affirme, a des traits de caractère qui peut être plus ou moins forts, ou on peut y avoir du jugement de la part d'autres parents ou d'autres personnes, tout simplement. Pas besoin d'être parent pour certains jugent l'éducation et le comportement des enfants, ou tout de suite, si Cali faisait un caprice ou autre, comme tout enfant en bas âge, on a eu « Ah, mais ça, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas de père ». Ça, on l'a déjà eu. Un truc, aucun rapport. Enfin, chaque gamin a son caractère et qui, des fois, va être un peu border. Voilà, c'est un des trucs normaux qui se produisent chez chaque enfant. C'est pas le genre de réflexion qu'on fait un couple hétéro. Dans l'ensemble, ça a été, mais c'est des petites réflexions où le manque d'une figure paternelle, on se l'est pris un petit peu dans la tronche. Et la réponse qu'on a, c'est elle a peut-être pas de père, mais en tout cas, elle a des
figure masculine, on a la chance d'être très bien entourée. Elle a des oncles et des grands-pères et des cousins aussi qui ont été et qui sont toujours très présents. Donc, en termes d'identification, elle est totalement stable. Mais on n'a jamais eu besoin de se heurter ou avoir le besoin de se justifier de cette situation de maternité ou d'homosexualité en termes de parentalité. Et aujourd'hui, donc Kali, elle a 9 ans. J'imagine que vous avez eu pas mal de conversations sur comment est-ce qu'elle est arrivée. Est-ce qu'aujourd'hui, elle vous pose des questions? C'est déjà tout, donc elle en pose plus depuis longtemps. En fait, c'est vraiment tout ce côté-là de comment j'ai été conçue, pourquoi j'ai pas de papa. Dans les autres familles, il y a une maman et un papa, et moi j'ai 2 mamans. Enfin voilà, toutes ces questions-là, ils sont arrivées déjà très tôt, pour le coup, même quand elle était chez Nounou, etc. Enfin, on lui a tout expliqué, vraiment dès le début, qu'elle pouvait comprendre les choses. Avec un vocabulaire adapté. Il y a aussi, au fur et à mesure du temps, les questions ils changent. Là, par exemple, elle est plus grande, c'est comme tous les gamins, comment on fait les bébés. Mais Kali, en fait, elle sait, de par le parcours, etc., depuis peut-être 3 ans maintenant, donc ça fait quand même assez tôt, hein. Elle a 9 ans, elle a connu ça vers 6-7 ans, que pour faire un enfant, c'est des spermatozoïdes qui doivent rentrer dans l'œuf, l'ovule, entre guillemets, qu'après on sait dans l'utérus. Par tout ça, elle va avoir plus le côté, entre guillemets, scientifique de comment un enfant évolue dans le ventre et comment ça se fait, que la magie de papa et maman, ils font un câlin et puis il y a bébé qui arrive. Voilà. Et on l'a emmené aussi quand on a commencé le parcours pour Charlène pour un deuxième enfant. On l'a emmené, on est retourné au début à la même clinique, donc on l'a emmené avec nous. De toute façon, il fallait qu'elle voie la psy. Donc, du coup, on l'a emmenée avec nous. Donc, elle a pu voir aussi où son parcours a commencé, elle. On s'était préparé à expliquer qu'elle n'avait pas de papa, mais c'est vrai, expliquer pourquoi le monsieur a donné, pourquoi ce monsieur est un donneur, etc. C'est une question ou une interrogation qu'on ne s'était pas préparé à répondre. Enfin, clairement, on n'avait pas de réponse toute faite. Donc, c'est des questionnements comme ça qui arrivent au long de l'évolution de l'enfant. Le fait d'avoir 2 mamans ne la gêne pas du tout, mais le fait d'être la seule ici. Ça commence là depuis une petite année à peu près, où en fait, elle nous réclame de rencontrer d'autres enfants avec 2 papas ou 2 mamans. Ouais. Et ça lui manque en fait. Et je pense que c'est le sentiment de communauté, etc. et d'avoir des enfants qui sont dans la même tête comme les autres. Voilà, hein. Ça, c'est vrai que ça lui manque. Pour le coup, en fait, elle veut rencontrer des enfants de son âge qui ont aussi 2 mamans ou 2 papas. Et ça, c'est dur, du moins dans notre région, mine de rien. Ça, c'est quelque chose où malheureusement, on n'arrive pas à y remédier. Et je sais que, par exemple, c'est quelque chose que nous, volontairement, on aimerait faire. Pouvoir faire pas des rassemblements non plus, mais parce que je pense que les interrogations et ce souci d'identification de notre fille arrivent à d'autres enfants à peu près au même âge et qu'il y a peut-être d'autres parents comme nous qui se retrouvent dans la même situation à ne pas pouvoir répondre aux besoins et aux attentes de notre enfant et que malheureusement, on se sent un peu, pas dire que c'est une souffrance, mais je pense que ça pourrait le devenir s'il n'y a pas assez de dialogue sur la question. Donc, du coup, tout se passe bien. Vous avez votre bébé, elle grandit bien. Ouais. Et vous décidez d'en faire un deuxième. Cette première partie de l'histoire de Charlène et Maryse s'arrête ici. Dans la deuxième partie, elles nous raconteront leur parcours du combattant pour avoir leur deuxième enfant, qui s'est beaucoup moins bien passé que le premier. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mater Naissante. J'espère que le témoignage de Charlène et Maryse t'a inspiré, rassuré ou simplement accompagné un instant. Si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à activer les notifications, t'abonner à la chaîne, à laisser un petit like ou un commentaire. C'est précieux pour faire vivre cette communauté bienveillante. On se retrouve très bientôt pour la suite de leur histoire de maternité. À bientôt!